Bonjour, ici Herman Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, des sujets diversifiés et on va parler entre autres de l'emploi, du Salon de l'emploi qui s'intitule Charlevoix au boulot, bien sûr, en compagnie de M. Daniel Robichaud et de Mme Sylvie Laure. On va également parler de force brute, d'exploit physique en compagnie de l'homme fort de Baie-Saint-Paul, du Québec et du Canada, M. Louis-Philippe Lavoie. Et enfin, on va se sucrer le bec parce que, dans le fond, on va parler de la réouverture de la cabane à sucre du mont Aligorie à Petite-Rivière-Saint-François en compagnie de Guillaume Néron, qui, lui, est coordonnateur à la coopérative de solidarité, dis-je bien, l'Affluent. Bonne émission. Daniel Robichaud, chargé de projet pour la 21e édition du Salon de l'emploi, qui est le Charlevoix au boulot, dans le fond. Bienvenue. Merci. Bonjour. Et Mme Laure, Sylvie Laure, qui, elle, est porte-parole, effectivement, cette année. Une nouvelle porte-parole. Bon, bienvenue sur ce beau plateau. Merci. Alors, on parle effectivement de Charlevoix au boulot, on parle du Salon, effectivement, de l'emploi, qui revient d'une façon récurrente à chaque année, mais c'est la 21e édition. Là. Oui, 20e édition déjà. Ça passe vite. Oui, ça fait beaucoup d'emplois. Ça fait beaucoup d'emplois qui ont été créés ou du moins offerts. Oui, ça fait plus que 20 000 emplois qui ont été offerts en 20 ans. OK. Puis en tant que chargé de projet, ça fait plusieurs années que vous êtes associé. Ma deuxième année. Deuxième année? Oui. Donc, on est prêt, on a du sang nouveau, on est prêt à insuffler une nouvelle énergie à tout ça. Oui, on a une belle aide avec nous cette année, une belle porte-parole là, qui a vécu de l'intérieur tout ce qui s'est passé. Là. On est bien content de l'avoir avec nous. Porte-parole, comment on devient porte-parole d'un salon comme ça? En fait, c'est pas un salon, là, c'est une édition. C'est un salon. Oui, un salon, okay. Charlevoix au boulot, oui. Comment on devient, en fait, c'est que moi, ça a été mon entrée à Charlevoix pour ma recherche d'emploi. J'étais arrivée dans la région officiellement en mai 2015, déménagement, pas 2015, 2018, excusez. Okay. Et ça faisait depuis 2015 j'avais envie, par exemple. Ça se prépare depuis longtemps, ça. C'est ça. Depuis le mois de mars 2018 que je venais, c'est là que j'ai entendu parler, justement au début du mois de mars, de Charlevoix au boulot. Et ça a été pour moi la porte d'entrée. Et comme je fais rien à moitié, je m'étais beaucoup investie, participé aux prises d'activités, au salon. Moi, je nageais comme un poisson dans l'eau. Fait que par ces fonctions-là, les gens m'ont remarqué. Puis Daniel a pensé que ça serait une bonne idée, que ça soit cette année. Parce que vous ne l'avez pas fait à moitié, comme vous dites. Non, je ne l'ai pas fait à moitié. J'ai participé à vraiment tout. Puis vraiment, j'encourage les gens à faire ça. Okay. Utiliser les services qui sont offerts. C'est gratuit. Puis c'est dynamique, puis ça va vous apporter quelque chose, ça va vous amener ailleurs. Quand on parle de recherche d'emploi, qu'est-ce qui a été, parce que ça a évolué tout ça au fil des années, j'imagine, dans ces 21 dernières années-là, la façon de procéder ou la façon de présenter ou la façon d'attirer des employés, ça a énormément évolué. Là. Ben oui, on est passé c'est les employeurs qui avaient la panoplie de choix au niveau des chercheurs d'emploi. On est passé au contraire que moi, je suis un chercheur d'emploi et j'ai le choix avec qui va m'allumer, qui va me donner le petit plus pour aller travailler chez eux. Avant, l'employeur fait quasiment dire « Tu me payes combien pour venir travailler pour moi? » Oui, quasiment. Là, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Oui. Parce qu'effectivement, l'offre d'emploi, elle est majestueuse. Puis le talent recherché pour ce travail-là, lui, il est plus limité, si je comprends bien. Oui, exactement. On est en pénurie. Là. Oui, puis on a une génération qui change. Il ne restera pas avec le même employeur toute sa vie. Donc, c'est un beau petit magasinage Charlevoix au boulot. Ça doit être déstabilisant pour l'employeur, ça, parce qu'on sait que je t'engage aujourd'hui, je compte sur toi. Puis de fil en aiguille, peut-être que demain matin, ça va t'en aller parce que tu as une meilleure offre ailleurs. C'est les techniques de ressources humaines. Exact. De là, l'important de développer des conditions, une relation avec ton employé aussi. Tu sais, alors qu'on est dans un ère où tout est électronique, je pense que le salon, il sert à faire du face-à-face, des contacts, mais aussi, quand on travaille ensemble, créer une relation qui va faire que, et même si j'ai quelques dollars de plus, je vais peut-être y penser avant de m'en aller, puis je vais peut-être aller m'asseoir avec mon employeur et me dire, écoute,
Ouais. Tu t'accotes dessus ou tu te rapproches dessus. J'aimerais ça rester, j'aime ma relation. Fait que je pense que, comme Daniel y mentionne souvent, c'est important de développer. Parce que cette relation-là de personne, employeur, puis futur employé possible, je veux dire, aujourd'hui, dans l'ère électronique, comme on le mentionnait, avant, c'est devenu très... En fait, aujourd'hui, c'est devenu impersonnel. Exact. On reçoit des choses, on ne sait même pas qui ça vient, à part puis c'est la lettre d'introduction générale. Puis des fois, tu dis pourquoi ils postulent, ça n'a rien à voir. Tandis que là, ben, on est face à face avec... Face à face, exactement. C'est privilégié, ça. Oui, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Là. Moi, je suis une fille de relation. Fait que c'est sûr, quand je suis arrivée là, comme je disais, j'étais un petit poisson dans l'eau. Et j'encourage les gens vraiment à... Oui, on cible, préparer. On se prépare avant, on cible les employeurs. Comme ça nous permet d'avoir la lettre de présentation pour le bon travail. Ça évite que l'employeur... C'est peut-être quoi ça? Donc. Ouais. Puis, moi, j'ai vu beaucoup d'employeurs s'écrire des petites notes aussi sur le coin de la lettre de présentation. Alors, ça permet de se démarquer et d'être curieux. Faire un premier jet, un deuxième jet, puis même moi, j'ai fait un troisième jet pour des entreprises pour lesquelles je ne me voyais pas là. Mais je suis allée poser des questions. C'est quoi vous cherchez? Et j'ai découvert des emplois qui pourraient être intéressants à un moment donné, que ça a fait comme « Ah, je ne connaissais pas ça. C'est ça, on arrive là avec ses compétences, puis Ben, on tout à essaie de fait. cibler ce qui est le plus naturel vis-à-vis nos propres compétences, mais dans les faits, à faire une recherche, à discuter, il y a peut-être des avenues qu'on n'avait pas pensées. Tout à fait. Puis quand c'est nous, hein, on a toujours le nez collé plus dessus. Fait que des fois, on se limite dans les compétences qu'on pense qu'on a. Puis là, finalement, avec ces contacts-là, ça te permet de les élargir. Puis même moi, je trouve que ça m'a beaucoup permis de me reconnaître aussi parce que j'ai été entrepreneur depuis 91. Donc, j'ai toujours été moi face à moi. Ouais. Hein? Ouais. Alors là, tu t'échanges, puis tu fais comme « Ah, mais oui, tout ça que j'ai fait dans mes entreprises, ben, gars, c'est bien de trouver des compétences. » Fait que moi, en tout cas, je trouve que c'est une belle place pour aller explorer, être curieux, vérifier, poser des questions, puis après, prendre le temps du après-salon, je trouve aussi, pour venir faire un petit bilan, puis dire, ben moi, les emplois que j'ai aimés, moi, il y a toujours un dépliant, hein, justement, avec tous les employeurs. Fait que servez-vous-en comme petit cahier pour prendre des notes vous aussi, puis dire, ben là, telle compagnie, je connaissais pas, ah, j'ai aimé ça, qu'est-ce qu'elle m'a dit, je prends note. Puis même on peut écrire le contact qu'on a rencontré, parce que c'est plus facile après quand on rappelle dans la compagnie. Puis je parlais à telle personne. Exact. Voilà, ils n'ont pas qui est responsable d'eux, puis bonjour, on ne s'est pas Ça rencontré. personnalise de part et d'autre. Même si l'employeur a besoin plus des employés que les employés des employeurs, on a quand même besoin de chacun. Bien, officiel. Il y a combien d'employeurs potentiels qui Il y vont a une être là? quarantaine d'entreprises qui sont présentes. On rajoute à peu près une trentaine d'entreprises qui affichent des postes sur les bornes interactives là, que les gens peuvent visiter. Qui ne avant, sont pas nécessairement présentes au Qui ne salon. sont pas présents dans Exact. le salon. Oui, exactement. Alors, on se ramasse avec entre 500 et 700 emplois. Là. Oh! Alors, c'est la caverne d'Ali Baba. Présentez-vous! Côté participation, en général, c'est bien. L'année passée, on a eu 350 personnes qui sont venues. Donc, Physiquement? oui, exactement. Bon an, mal an, c'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est une tendance qui était à la baisse dans les dernières années. L'année passée, on a eu plus de gens. Là, on espère qu'il y ait encore plus de gens qui vont venir cette année pour enrichir le talent dans Charlevoix. Oui, puis moi, c'est mon rôle. Moi, je suis tellement motivée depuis que j'étais à Baie-Saint-Paul. J'adore la ville de Baie-Saint-Paul. J'adore Charlevoix. Fait que moi, c'est ma job. Ça roule sur Facebook et compagnie, les réseaux sociaux. Fait que j'espère toucher des gens. En tout cas, quand je raconte mon histoire, je vois des gens dire « Ah, ça réveille quelque chose. » Fait que peut-être que si j'en convainc deux, ça sera déjà ça. Ben, c'est ça. Qui on vise comme clientèle foncièrement? Ben, il y a les gens de la place, ça, c'est officiel. Les gens de Charlevoix, les gens de l'extérieur, que ce soit de Québec, la capitale nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal même. Vraiment, autant les jeunes pour les emplois d'été, les 18-35 ans, un peu plus vieux, puis les pré-retraités ou les retraités. C'est notre mine d'or, notre nouvelle mine d'or là, au niveau des entreprises. Là, c'est des gens qui sont sérieux, c'est des gens qui aiment ça parce qu'ils reviennent sur le marché du travail, fait qu'ils veulent quelque chose qui va les intéresser, qui va les allumer. Peut-être pas nécessairement à temps plein, mais... C'est ça, il y a des choses des qui trucs peuvent à se temps produire. partiel, Il y a des occasionnels. trucs, oui, exactement. Puis aussi, on a beaucoup dans Charlevoix de gens en couple
le conjoint va travailler à Québec ou la conjointe, l'autre reste à Baie-Saint-Paul ou à Malbaie. Alors, passez le mot, venez voir qu'est-ce qu'on a. Peut-être que ça permettra un rapprochement de couple en plus. C'est ça, pour un pré-retraité de jouer au golf tous les jours l'été, à un moment donné, il dit, bon, mais regarde, je le connais le terrain, il y a d'autres choses qui peuvent se passer, ça peut arriver. Exact. Hein? Tout à fait. Ah ben, est-ce que tout ce qui s'appelle Vie Charlevoix, vous sentez qu'effectivement, ça crée une manne supplémentaire pour... Les partenaires de Charlevoix-Boulot sont beaucoup les mêmes qu'à Vie Charlevoix. Vie Charlevoix fait une belle job au niveau branding de la région, comme le Tourisme par Charlevoix le fait au niveau du tourisme, mais pour attirer les gens à venir dans Charlevoix. Les partenaires travaillent là-dessus, puis Vie Charlevoix aussi va travailler à donner les ressources aux employeurs au niveau ressources humaines, au niveau attraction de talent, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que tout le monde travaille ensemble, finalement, dans Charlevoix. Ouais. Une belle collaboration. Ouais, c'est ça, Moi, c'est c'est un plus, puis je trouve que ça fait la richesse de la région aussi. OK. Est-ce qu'on sent que, bon, parce qu'on le disait tantôt, maintenant, il y a un employé pour son job. Puis en tant que propriétaire d'entreprise, puis on veut s'attirer des employés, donc une future clientèle en tant que personne participante au développement de cette entreprise-là. Est-ce qu'on sent au niveau des employeurs un changement d'attitude? Parce que là, on dit que Charlevoix, c'est charme-moi, là. Est-ce qu'il faut charmer effectivement le futur employé? Ça change. La façon de faire est changeante parce qu'il faut être plus attractif, il faut être plus positif, il faut être plus proactif. Oui, exact. Augmenter le dynamisme dans notre façon d'approcher l'employé. Parce que... Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme petit plus là, pour qu'il reste avec nous et qu'il se donne à 100%? Est-ce que c'est un congé? Est-ce que c'est le salaire un peu plus haut selon ce que l'entreprise est capable de payer aussi? Est-ce que c'est un gym? Est-ce que c'est payer un petit party, un petit spot de temps en temps? Oui, il y a comme un petit brainstorming à faire là, dans les entreprises. Une petite valeur ajoutée. Oui, il faut qu'il y ait une petite valeur ajoutée. Oui, effectivement. Parce que l'emploi, c'est plus un emploi comme ça pour payer le loyer, payer nos choses. C'est aussi une façon de se réaliser. Exact. De plus en plus, les nouvelles générations qui vont en venir, c'est ça aussi. C'est comment l'emploi va me permettre de me réaliser, va me permettre d'aller plus loin comme individu. Exact. Puis je pense que c'est encore plus important dans la région de Charlevoix parce que c'est tellement beau. On vient ici parce qu'on est appelé par les attraits de la région. Donc, c'est super important. On est appelé par l'attrait, mais si je viens de la ville, en général, la ville a des salaires supérieurs à ce que l'on peut offrir ici. Mais exact. De dire, bien là, je passe d'un salaire X à un salaire Y qui est moindre, qu'est-ce que j'y gagne, dans le fond? La qualité de vie, souvent. La qualité de vie, puis aussi, je pense que c'est là qu'il y a un tournant à faire. L'employeur doit se positionner et reviser sa façon de voir les choses. Parce que moi, j'avoue, quand je suis arrivée, ça a été ma plus grande désillusion au niveau des salaires. Et j'étais pas venue ici la tête dans le sable. J'avais fait vraiment une recherche complète avec le IMT, là, le gouvernement du Québec. Et on parlait de moyenne de salaire, puis finalement, dans les faits, c'était pas comme les... Souvent, c'est comme fausse ça. Information. On a un petit peu enjolivé la chose. Oui. Le problème de la capitale nationale. Hein? Exact. C'est parce qu'on est englobé dans la capitale nationale, mais on n'est pas la réalité de la capitale nationale. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à faire là. Puis c'est là, moi, que je veux m'impliquer, donner des idées. Il faut être politique, là. Oui, j'avais d'ailleurs on va laisser les politiciens faire la politique. J'avais d'ailleurs posé la question à M. Philippe Couillard quand il était venu dans Charlevoix. Est-ce que quand vous montez la côte de la Biche, vous n'avez pas l'impression d'arriver ailleurs que la capitale nationale? Il n'est plus là aujourd'hui, il ne peut plus rien faire. Non. Il faut passer le message de M. Legault. On commence à marteler le même clou. Exact. Charlevoix, c'est pas la capitale nationale, c'est pas Québec, c'est pas la côte de Beaupré. Non. C'est Charlevoix. C'est Charlevoix. Sauf que c'est Charlevoix. Et voilà. Exact. Donc, ça se passe, ça, c'est le 22 mars. Oui. C'est un vendredi au lieu d'être un samedi. Oui. Pourquoi on a changé la journée? C'est pour aider les gens qui sont à la recherche d'emploi et aussi les employeurs. Donc, le vendredi, les garderies sont là, l'école est là, il y a le transport collectif de Charlevoix qui est disponible dans la journée. Donc, c'est vraiment donner la possibilité aux gens de venir, parce que l'année passée, on a vu des carrosses avec 2, 3 enfants. Fait que là, c'est pas évident, hein? on s'en va
là-dessus. Là. OK. T'es en train de parler. Donc, vraiment, donner la chance de pouvoir avoir Là, c'est beau conciliation, message. travail-famille. Exact. Fait que le vendredi, ça facilite la Ouais. tâche. Les enfants sont peut-être Puis, à la garderie ou à l'école. Au niveau des heures aussi, ça va de 1 Oui. heure à 20 heures. Donc, C'est la un personne changement, qui ça. ne peut pas venir dans la journée parce qu'elle a déjà un emploi, mais elle est curieuse ou elle veut changer, alors ça permet après le travail de venir rencontrer les employeurs parce qu'on file jusqu'à 20 heures de cette façon. Puis pour les jeunes qui sont à l'école, la même chose. Tout à fait. Merci. Ils n'ont pas besoin de se lever le samedi matin, puis ils vont pouvoir faire la grasse matinée, mais le vendredi, ils vont être venus, puis après ça, ils vont retrouver leur emploi d'été peut-être. Il y a une Exact. opinion des jeunes où ça veut juste dormir. Ils ont peut-être des activités. Oh, Moi, je fais ça dormir. J'essaye. Quand je suis pas obligé de travailler sur mon entreprise, j'essaye de dormir aussi. Donc, c'est parce qu'ils ont besoin d'énergie pour grandir. Ah, c'est oui, pour ça qu'il faut qu'ils se reposent. on récupère. C'est bon, c'est bon. C'est gratuit tout ça, hein? Je veux dire, il faut le mentionner. Là. Oui, Oui. c'est un Parce que- service complètement gratuit, puis très dynamique, puis c'est vraiment varié hein, au niveau de l'accompagnement, composition du CV, les lettres de présentation, pratique à des entrevues si on ne sait pas trop Ouais. comment faire. Il y Parce a qu'on plein se de fait poser des conseils. questions colle des fois. Je disais, hey, je n'ai jamais venu à celle-là. Donc, la pratique sert à ça. Exact. Puis moi, je serai là un petit peu pour aussi toute la journée de Charlevoix au boulot pour aider les gens. Des fois, on ne sait plus trop, on est comme inconfortable, on peut être gêné. J'ai une petite base de psychologie ayant été éducatrice, alors je peux aider les gens aussi OK. à se positionner, se faire un petit pitch de... C'est comme un petit pitch de banque. Officiel. C'est comme un petit texte où ce que je vais être à l'aise avec pour aller me présenter. Fait que ça, moi, je vais être là pour faire cet accompagnement-là. Parce Il que, y a du dernière minute aussi avec Oui. le G7 Conseil, le service main-d'œuvre l'appui qui sont comment je pourrais dire ça, qui tiennent tout ça à bout de bras, le service de main-d'œuvre l'appui, Carrefour Jeunesse Emploi, Tout à les fait. services d'aide à Il l'immigration. y a- exactement, ça c'est l'accueil aux nouveaux résidents. G7 font des photocopies si tu manques de CV, parce Ah. que des fois on décide d'en donner plus que ouais, prévu. ouais. Alors il y a toutes sortes de beaux services. On a une belle grosse photocopieuse cette année, Carrefour Jeunesse Emploi, là, pour les faire photocopier les CV. En rapier. S'il y en a plus, s'il y en a plus besoin. C'est bon. Puis bien sûr, ben, on a Emploi Québec, le Centre Ouais. local d'emploi qui est là. C'est le partenaire financier. Donc, s'il n'y avait pas, le gouvernement du Québec, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de Charlevoix Boulot depuis 20 ans. C'est eux autres qui ont tout ça dans les mains. Là. Charlevoix est reconnu comme étant une région dite touristique, là, mais il n'y a pas juste des emplois dans le tourisme. Non, il y a des C'est emplois. assez varié, c'est Oui. assez diversifié. Là. Commerce au détail, industrie, bien sûr le tourisme, l'hébergement, la restauration, les services aussi, tout ce qu'on parle, on parle aussi de vieillissement de la population. Donc, tout ce qui est SUS, les résidences des bâtisseurs, vous avez aussi l'Agence pour vivre chez soi, services aux immeubles, Tout. qui sont là. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Il y a de tout pour tout le monde, Oui. effectivement. C'est sûr C'est que ça, le ça. tourisme est important. De toute façon, il est important dans la région, Ouais, mais ouais. il y a d'autres choses. Ah ben. Alors, on répète les dates. Donc, le vendredi 22 mars de 13h. 13h à 20h À la salle. des loisirs de Saint-Hilarion. Et en tant que porte-parole, pourquoi on devrait y aller? Et en tant que porte-parole, pourquoi on devrait? Pour se trouver un nouvel emploi, pour rencontrer des gens en face à face, c'est la place pour faire des contacts et découvrir des nouveaux emplois. Super. Ben, bon succès. Ben, merci beaucoup. Alors, Daniel Merci, Robichaud et Sylvie Lard, merci beaucoup. Merci. Merci. Philippe Lavoie, homme fort de Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, je dis Charlevoix, Baie-Saint-Paul, mais là, on peut dire homme fort du Québec. Hein, on peut dire homme fort du Québec, homme fort du Canada aussi. Bon, parce que là, on en couvre large. Oui, ben on est sur le circuit homme fort, c'est le circuit canadien. Fait qu'on essaie de compétitionner un peu partout au Canada. Fait que on peut dire homme fort canadien. On est un Bon, athlète, pourquoi pas? On est fiers d'avoir un homme fort qui vient de la région, qui nous représente au Canada. Merci beaucoup. Comment on devient homme fort, façon de parler? Je veux dire, je vois que vous avez le physique de l'emploi. C'est pas moi qui pourrais aller participer à ce genre de compétition-là, là, mais comment on devient homme fort? Ben, en premier, ça prend une bonne génétique. C'est sûr que j'avais un bon gabarit à la base. Ça prend une bonne force physique, une bonne force mentale aussi. C'est sûr que nous autres, on vient d'une famille de bûcherons. Fait que j'allais bûcher avec mon frère quand j'étais jeune. Tu sais, c'était toujours le concours de celui-là qui roulait la plus grosse bûche sur Il le y tas avait le plus une haut. compétition dans la famille même. Oui, on s'amusait comme ça un peu. Fait que ça part un peu de là. On voyait dans le temps les compétitions avec Hugo Girard, qui est un ambassadeur du sport de la force au Québec.
On le voyait à la télé, fait que c'est sûr que ça me mijotait toujours un peu dans la tête. Tu sais, j'ai toujours été plus gros que les autres, plus fort que les autres. Fait que tu sais, ça me trottait toujours dans la tête. Tu sais, jamais je me serais imaginé d'en venir là aujourd'hui. Sauf qu'avec le temps, ben, tu sais, j'ai commencé l'entraînement, moi, sur le tard en 2012. Ah. Je m'étais blessé au dos en 2009. Quand, suite à ça, ben, j'avais pris beaucoup de poids. Mais c'était du poids, là, c'était plus de la masse adipeuse que de la masse maigre. Fait que là, il fallait que je me reprenne en main. Fait que je me suis mis à l'entraînement pour perdre du poids à base. On s'était pris un entraîneur, M. André Longchamp, là, à Bécancour. Fait que lui, il nous suivait pour la diète. J'étais avec mon cousin, puis on se motivait comme ça. Puis plus on s'entraînait, plus la force montait. Puis il y a eu une démonstration de force par Frankie Bonneau à l'arrière du centre Saint-Aubin. Fait que je suis allé là. C'était le soir de la Confédération. Fait que mes chums étaient tous là. Fait qu'ils m'ont envoyé essayer ça un peu. Puis Frankie, lui, c'était un athlète de force qui compétitionnait dans les années 2000. Il était en fin de carrière, puis il avait un bon potentiel en moi. Fait qu'il dit, viens avec nous autres t'entraîner au garage. Dit, on va voir ce que tu as dans le ventre un peu. Frankie est quelqu'un d'ici aussi? Frankie, lui, il vient de Robertval. Il reste à Québec, mais il était sur le taxi ici à Baie-Saint-Paul. Il travaillait ici. OK. Fait que, puis il habitait ici là, quand il travaillait. Fait que, il avait fait une démonstration. Il y avait un local ici pour pratiquer son sport. Dans le temps, il compétitionnait encore. Fait que, il a vu un bon potentiel. Fait que c'est lui qui m'a parti là-dedans. C'est lui qui m'a entraîné. Fait que c'est de là que ça a parti. Parce que s'il n'avait pas été là, probablement qu'ici à Baie-Saint-Paul, on n'avait pas les ressources pour être... On n'avait pas l'équipement, on n'avait pas les ressources pour connaître vraiment ça, puis savoir où se diriger là-dedans. Là. Parce que c'est plus qu'un gym, dire un gym avec poids et haltères. Ah oui, ben ça n'a rien à voir avec un gym okay. de poids et haltères. Ça prend tout l'équipement. Si on prend les grosses boules d'Atlas, ben, ça prend un kit de boules. Le super yoke qu'on se met sur les épaules, marcher avec, ça en prend un aussi. Fait que, ça prend un grand local avec de l'espace, au moins une cinquantaine de pieds pour être capable de faire des allers-retours là-dedans, marcher. Si on parle, mettons, de la marche du fermier, c'est des cylindres qu'on prend. On met du poids là-dessus. Ça peut aller normalement, je vous dirais que dans le temps d'Hugo Girard, les charges au niveau de compétition professionnelle étaient d'environ 250 livres. Maintenant, on parle plus de 350 à 400 livres par main. Par main? Oui, par main. Okay. Les charges ont beaucoup monté. On fait des allers-retours avec ça. L'hiver, on s'entraîne dans le garage. L'été, on sort l'équipement à l'extérieur, fait que ça nous donne plus de distance. Les compétitions, est-ce que c'est pas mal à l'année? Les compétitions sont plus l'été. Je vous dirais normalement fin mai, début juin, aller jusqu'au mois d'octobre. Fait que c'est pas mal le range des compétitions. On en a eu une l'hiver, pas cet hiver-là, mais l'autre d'avant, il y en avait eu une au Carnaval de Québec, mais là, cette année, ça n'avait pas eu lieu. L'organisation en avait décidé ainsi. Mais c'était une belle compétition. C'est pas facile l'hiver. C'est pas c'est pas les mêmes... Pas les mêmes conditions. C'est ça, c'est pas les mêmes conditions. On fait ça à l'extérieur, là. Exact. Fait que, tu sais, il neige, il fait froid. Glissant. Oui, c'est ça. C'est tout un facteur qui fait en sorte que c'est pas pareil. C'est une belle expérience, mais c'est sûr que les risques de blessures doivent être plus grands aussi. Exactement. Tu as les doigts gelés, tu te sens un peu les doigts, tu peux glisser un peu quand tu fais de quoi qu'il faut que tu transportes. T'es moins réchauffé, t'es plus refroidi. Mais c'est une belle expérience qu'on avait eue. Alors, si je comprends bien, on ne s'improvise pas homme fort. Là. Il y a tout un entraînement qui est derrière ça, qui est en soi une discipline. Là. Exactement. C'est sûr que le secret, c'est la discipline là-dedans, c'est l'entraînement. J'ai commencé l'entraînement d'homme fort en 2013. J'ai fait ma première compétition au championnat provincial en 2015. Fait que, tu sais, j'avais pris 2 ans à me préparer, tu sais, monter mes charges pour être capable de brasser les charges là-bas, parce qu'il y a des charges minimum. Si on prend, mettons, un soulevé de terre avec une axe de 2 pouces, ça, c'est une barre de 2 pouces avec des gros roues. Ben, tu sais, la charge minimum est de 800 livres, à peu près. Fait que si tu fais pas ça, tu fais un 0. Fait que, tu sais, si tu n'es pas capable de brasser les charges minimum, ça donne pas grand-chose de se présenter dans les compétitions. Exactement. Fait qu'il y a une bonne préparation qui s'est faite alentour de ça. Il y a une adaptation de vie aussi à faire, parce que tu peux pas faire les mêmes activités que je faisais avant. T'sais, avant, j'allais plus dans le bois, je faisais de la motoneige beaucoup. T'sais, ça prenait plus de temps dans ma semaine, je m'entraînais moins. Tandis que là, au niveau où je suis rendu, c'est sûr que je m'entraîne 6 jours semaine, il faut que je me repose par rapport à ça. Fait que, c'est minimum 8 heures de sommeil par nuit pour que le corps récupère. Ouais. C'est ça, parce que moi, j'étais un gars qui dormait entre 4 et 6 heures par nuit. OK. Fait que c'est sûr et certain que là... On se met en danger si on... C'est ça, t'es plus fatigué, t'as plus de risques de blessures, t'es moins performant à l'entraînement. Fait que là, ben, on rallonge les nuits, on augmente les périodes de repos. Au niveau de la bouffe, ben, c'est 6 à 7 repas par jour.
On ne mange pas à midi, mais déjeuner, midi, puis souper, là. Non, on fait ça fois 2. Fois 2. Fait que on déjeune le matin vers 7 h, à 9h30, 10 h, une collation qui est en réalité un repas. On remange à midi. À 2 h avant l'entraînement, on va s'entraîner. Moi, je remange à 7 h, puis souvent, je vais me coucher vers 10 h, puis je peux me relever à minuit pour remanger. Oh! Ça, c'est pas le corps qui le demande ou bien non, c'est une discipline à avoir aussi? Là? C'est une discipline à avoir parce que je te dirais qu'on n'a pas toujours faim, mais il faut se forcer pour manger. L'hiver, comme ça, c'est moins pire. Parce que quand on force, on dépense toute cette énergie-là. Exactement. Si on veut garder notre gabarit, garder notre poids corporel, ben on n'a pas le choix de manger. Puis tu veux pas, c'est le gaz qu'on prend pour forcer. Fait que tu sais, si tu mets pas de gaz dans ton auto, il va arrêter d'avancer. Ben, nous autres, c'est la même chose. On pousse tellement la machine à la limite qu'on a toujours besoin de gaz pour être capable de continuer de pousser au bout. Ça fait des bonnes factures d'épicerie à la fin de l'année, ça? Ça fait des bonnes factures d'épicerie, effectivement. Est-ce que dans la nourriture, il y a des aliments qu'on élimine, il y en a d'autres qu'on favorise? Bien, c'est sûr que l'idéal, c'est de manger le plus proprement possible, si on peut dire. Beaucoup de glucides, protéines surtout. On fait des shakes au travers de ça, shakes de protéines avec des œufs. Mais je vous dirais que moi, principalement, ce que je mange, c'est des œufs, protéines, poulet, bœuf haché, veau haché, beaucoup de fruits de mer aussi, des pâtes. C'est assez varié. Oui, c'est quand même assez varié. Il ne faut pas s'écœurer non plus, parce que vu qu'on mange beaucoup... On a droit au dessert? Oui, on a droit au dessert, ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, on n'est pas sur une diète comme un culturiste pourrait l'être, il faut qu'il compte ses calories, qu'il fasse vraiment attention à ce qu'il va manger. On a du lousse là-dessus. Alors, si je comprends bien, on est rendu sur le niveau canadien. On se classe où, là, présentement, au niveau canadien? Présentement, bon, au championnat canadien, j'ai fini 13e. Et puis, au niveau du classement final, au niveau de toutes les compétitions, au nombre de points, j'ai fini 6e au Canada sur tous les athlètes. Wow! Fait que, tu sais, j'ai fait toutes les compétitions. Et ça depuis 2 ans, là, si je comprends bien. J'ai fait ma première saison professionnelle, a commencé l'an passé. Moi, j'ai passé pro en septembre 2017. J'ai eu mon statut pro. J'avais fini 2e au championnat canadien amateur. Fait qu'il faut passer par l'amateur pour monter professionnel. Fait qu'en passant professionnel, j'ai fait ma première saison professionnelle en 2018. Ah. Vous pouvez être combien au Canada à pratiquer ce sport-là? C'est un sport? On est une trentaine. Est-ce qu'on dit que c'est un sport? Oui, c'est un sport. On est d'une trentaine, je crois, environ, oui. D'hommes forts en soi. Ouais. Puis ça vient de partout au Canada? Oui, principalement Québec, Ontario, les provinces de l'Alberta. Il y en a une couple dans les maritimes, puis dans l'Ouest aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est plus populaire dans notre coin versus l'Ouest? Je vous dirais que c'est partout, j'imagine. Il y en a un peu partout, mais c'est principalement au Québec, Ontario, par rapport probablement à Louis Cyr, les bûcherons du temps. Tu sais, les colons qui ont développé l'Abitibi puis tout ce coin-là, ça a toujours été... Le Québec a toujours été une province reliée à la force. Ah. Puis si on regarde sur les circuits canadiens, les plus forts sont les gars de Québec puis de l'Ontario. OK. Il y avait... j'ai déjà rencontré le grand Antonio, qui lui tirait des autobus avec ses cheveux puis tout ça. Je veux dire, il n'aurait pas pu en soi participer à des compétitions comme les vôtres parce que son talent n'était pas le même. Probablement qu'il aurait pu, j'imagine, s'il avait été... Sûrement qu'il aurait pu. Je ne sais pas comment est-ce que lui gérait ses affaires. Il était plus spectacle de mémoire. Oui, dans ce temps-là, je crois que c'était plus au niveau du cirque. Ouais. Maintenant, c'est plus au niveau compétitif, c'est moins... c'est moins des démonstrations, c'est plus au niveau des compétitions. Okay. Au niveau mondial, avec le World Strongest Man, c'est des compétitions qui sont faites pour la télé. Les gars font 2 épreuves par jour, je crois. C'est ça, on envoie des émissions de télévision sur les hommes forts. Là. Oui, comme nous autres, on est revenus sur RDS. On l'avait été un bout de temps dans le temps qu'Hugo gérait ça. Il avait perdu le contrat, je pense, avec RDS, où RDS ne filmait plus. Là, depuis le retour du circuit, on a 3 ou 4 compétitions dans l'été qui sont filmées. On a une 12aine d'épisodes sur RDS. Là. Fait que ça donne une bonne visibilité au sport. Et puis au niveau de l'international, il y a le Strongman Champion League souvent qui est filmé. Le World Strongest Man est filmé aussi. Fait que c'est une bonne visibilité. Là, on est, comme on dit, classé au Canada d'une manière assez favorable. Est-ce qu'on vise effectivement des compétitions internationales? Oui, bien c'est ce que je vise pour la prochaine année. Là. Ah oui, aussi vite que ça, là? Oui, exactement. Je trouve, moi, personnellement, je trouve qu'il me manque un petit peu de force au niveau des levées de base pour être capable de compétitionner à l'international. Parce que le but, on vise toujours de gagner. Fait que je veux monter ma force cet été. Pour l'automne prochain, l'hiver prochain, là, essayer d'aller en Europe faire des compétitions, justement, là, sur le Strongman Champion League.
Fait que ça, c'est un avant-goût, si on peut dire, des compétitions pour l'Arnold Classic. Ça, les charges sont un petit peu plus lourdes là, à ce niveau-là au Arnold Classic. OK. Mais si je veux compétitionner au niveau international, le Strongman Champion League va être une belle tribune pour ça. Là. On a le gabarit pour. En général, quand on compétitionne avec les autres, c'est pas mal tous dans le même, excusez, le range, là, en façon de parler. On est pas mal tous du même gabarit. Oui, il y en pas a mal. Des 6 pieds 8 là, et compagnie. Au niveau mondial, il y a du 6 pieds 8, 6 pieds 9, 400, 440 livres. Oh, OK. Au niveau canadien, je vous dirais que ça joue pas mal dans mes shapes. Entre 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis je vous dirais que le poids, ça varie. Là, minimum, je dirais que c'est 300 livres, aller jusqu'à 350 livres. Si on compare un 6 pieds 8 versus un 6 pieds 2, est-ce que ça défavorise celui qui est plus petit? Bien, ça avantage celui qui est plus grand surtout. Parce que si on prend juste les pierres d'Atlas, il faut les mettre sur des podiums, souvent 56 pouces, ou des fois, mettons, ça part de 60 pouces ou 72 pouces à la 56 pouces. C'est sûr que le gars qui est plus grand, il va juste avoir besoin de déplier, il va être capable d'aller déposer la roche sur le podium. Celui qui est plus petit, il faudra qu'elle monte plus haut et qu'il travaille beaucoup plus pour le rapporter. Exactement. Est-ce que les risques de blessures sont très présents? C'est sûr qu'à toutes les fois qu'on donne notre 110 %, qu'on va au bout de nos capacités, tu as toujours une risque de te blesser, de te déchirer un tendon. C'est des charges extrêmement lourdes. On est habitué de s'entraîner avec ça, mais il suffit juste d'un petit moment de faiblesse au niveau d'un tendon ou d'un muscle pour que ça déchire et que ça mette fin à la saison. Là, il faut aimer souffrir un peu. Là. On est maso un peu. Là. On est maso un petit peu, c'est sûr. On a toujours des douleurs un peu partout. Douleurs au dos, aux articulations, aux chevilles. On a divers déchirures pas mal durant toute l'année. Sauf qu'on se fait traiter beaucoup. On est capable de vivre avec ça. Pour être un athlète de force, il faut avoir un seuil de tolérance à la douleur très élevé. Là. OK. Est-ce qu'il y a... Vous avez quel âge? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans. Est-ce qu'il y a un âge maximal? Y a-t-il un apogée en termes de... Je vous dirais qu'entre 30 et 35, c'est pas mal là que les athlètes vont être à leur summum. Moi, j'ai commencé sur le tard. J'ai commencé à 28 ans. C'est sûr que ça me désavantage, si on veut, un petit peu versus quelqu'un qui commence à 20 ans, il va prendre le temps de prendre sa force. Ouais. Puis rendu, je vous dirais, à 36, 37 ans, ça commence à être pas mal le top, là, aller jusqu'à 40 ans pour être capable d'être compétitif, si on veut. Après ça, il y a le circuit master pour les 40 ans et plus au mondial. Okay. Fait que ça, quelqu'un peut se diriger vers là s'il veut encore en faire et il y a les capacités. Excusez, mais je vous dirais que c'est pas mal ça. Aller jusqu'à 35 ans, là, on est pas mal à notre pic de force. Oui, exact. Dans la vie, faites pas ça pour gagner votre vie, là. Non, c'est sûr qu'on fait pas ça pour gagner notre vie. C'est vraiment une passion. Moi, dans la vie, je suis courtier en assurance de dommages aux entreprises. Fait que je travaille de 8 h le matin jusqu'à 5 h le soir. Ensuite, on va s'entraîner. On se lave, on soupe, puis on se repose ensuite là, pour être prêt pour la journée du lendemain. Est-ce qu'on a une famille, des enfants? Non, pas de famille. Pas de famille, pas d'enfants. On se concentre réellement sur le défi, là. Exactement. Okay. J'ai une conjointe, mais elle ne reste pas avec moi. Bon. Fait que vraiment, la semaine, c'est dédié à l'entraînement et au travail. Ensuite de ça, le repos est aussi important que l'entraînement. Parce que veut pas, on pousse le corps à ses limites. Fait qu'il faut qu'il récupère, il faut qu'il se repose. Il faut se faire traiter au travers de ça aussi. T'sais, on est comme une grosse auto de course qui est toujours poussée au bout. Fait qu'à la fin de la course, il faut qu'elle rentre toujours au garage pour se faire dorloter un peu. Oui, c'est comme des Formule 1 là, qu'on pousse au maximum. Puis, exactement, c'est la même chose. Il peut arriver effectivement des problèmes techniques ou des problèmes physiques. Exactement. Le mental, est-ce que c'est difficile à le garder à son maximum pour dire, se garder la motivation? La motivation, je vous dirais, c'est éphémère. Ça dure une semaine ou deux, mais après ça, tu n'en as plus de motivation. Fait qu'il ne faut pas que tu te fies là-dessus. C'est vraiment de la rigueur et de la discipline. Tu te donnes un objectif à atteindre. Si tu es rigoureux dans ton entraînement, tu es rigoureux dans ton alimentation, tu es discipliné, tu fais tout ce qu'il faut faire pour atteindre ton objectif, c'est là que tu vas réussir à l'atteindre. Si tu te fies juste sans motivation, au bout de 2-3 semaines, tu vas être rendu habitué, ça ne te tentera plus. Tu vas tout lâcher ça et tu vas abandonner. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un athlète de force qui va s'accomplir là-dedans puis un athlète qui va juste essayer, qui va abandonner par la suite. Là. En tant qu'individu, la satisfaction qu'on y retrouve, comment ça se décrit? C'est de dépasser nos propres limites. Aussitôt, quand j'arrive sur une compétition,
c'est toujours de faire mieux que ce que j'ai fait la fois d'avant. C'est sûr qu'on a un challenge avec les autres gars aussi, mais en premier, c'est toujours par rapport à nous. Tu sais, si je suis capable de me dépasser, de soulever plus lourd que je le soulevais la fois d'avant, ben c'est là qu'on voit une progression puis qu'on s'accomplit en tant qu'athlète. Puis à un moment donné, ben, c'est de gagner des compétitions aussi. Tu sais, quand tu es rendu à un certain niveau, ben, tu t'en vas là-bas, c'est pour gagner, puis c'est pour le performer le mieux possible. Mais tout d'abord, c'est toujours de surpasser. Pour avoir, à la fin de la compétition, il faut avoir le sentiment du devoir accompli. Tu sais, si tu n'as pas abandonné, puis s'il te restait un peu de gaz pour finir ton épreuve, puis tu sais que tu ne l'as pas fini, c'est là que ça va être plus difficile un peu. On se regarde dans le miroir, on se dit, bon, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? C'est en plein ça. Mais quand tu sais que tu as tout donné, même si tu n'as pas gagné, puis tu sais que tu es allé au bout, tu as le sentiment du devoir accompli, bien là, tu sais que tu es fier de toi, puis tu es prêt pour la prochaine compétition. On regarde les sports en général. Le hockey, ça gagne des millions. Le football, la même chose. C'est des contrats que les autres peuvent avoir, puis c'est des sports d'équipe en plus. Là. Des fois, ils peuvent être plus paresseux, puis c'est l'autre qui fait la job pour eux autres. Mais dans votre domaine, on ne peut compter que sur soi-même. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher, de ce travail-là, pour aller chercher des bourses, que je ne sais pas à combien que ça peut représenter? Ben, les bourses, au niveau mondial, on peut avoir des bonnes bourses. Au niveau canadien, c'est des bourses qui vont payer un peu les petites dépenses qu'on va avoir reliées aux compétitions, comme l'essence pour y aller. Si on a besoin d'un motel, ben là, le circuit, souvent, ils vont le fournir. Fait que ça, c'est correct. Mais c'est un sport qui coûte extrêmement cher, que ce soit en alimentation, en équipement, en traitement. On ne vit pas de ça. En Europe, il y a des gens qui sont capables de vivre de ça parce que c'est plus connu, c'est plus gros. Nous, je vous dirais qu'on est encore au stade où la Ligue nationale de hockey a commencé, puis que les gars, il fallait qu'ils aillent travailler. Ils allaient faire le chiffre à l'usine, comme on dit, puis ils allaient jouer au hockey le soir, plus par passion que pour les millions. Là. Fait que nous, on en est là. On fait vraiment ça par passion, parce qu'on aime le sport, et tu sais, on aime ce qu'on fait. Est-ce que la prochaine compétition va avoir lieu quand, là? Probablement mi-juin à Alma. OK. Ça va être le record breaker canadien. Fait que c'est là qu'on va... Ça lance la saison, là? Oui, exact. Normalement, ça commence la saison. L'année passée, c'était le championnat provincial à Saint-Odilon, mais là, ça a changé de lieu puis de date. Fait que le championnat provincial va être à la Confédération à Saint-Adèle-Force. Puis on peut participer à combien de compétitions dans une année, là? Je vous dirais qu'il n'y a pas de limite de compétition. C'est tant qu'il y a des compétitions, on peut les faire. Il y a des athlètes qui choisissent de toutes les faire, d'autres que non. Ça dépend. Si tu te blesses, ben, tu ne peux pas toutes les faire. T'es là, ouais. Une saison, je vous dirais que ça représente une dizaine de compétitions. Là. OK. Entre le mois de juin qui va jusqu'à quoi, octobre, novembre? Septembre-octobre. Septembre-octobre? Oui. Ah, okay. Ça fait beaucoup de compétitions en peu de temps. Est-ce que, je sais pas, en tant qu'individu, on veut toutes les faire ou bien non, j'en fais une, j'en saute une, j'en fais une? Ça dépend de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Ça dure pas longtemps. J'ai juste durant l'été. Fait que je me force. Ben, j'ai pas besoin de me forcer. Mais j'essaye de toutes les faire. Tu sais, même si j'ai une petite blessure, si je sais que ça nuira pas au reste de ma saison et que j'ai pas de chance de m'aggraver, ben c'est sûr que m'aller faire la compétition quand même. Parce que là, c'est le jugement. Là. Je veux dire, est-ce exactement. Que c'est soi-même qu'on porte jugement sur soi-même ou bien on demande conseil parce que, bon, ça peut être un tendon, ça peut être n'importe quoi. Vous écoute, si tu poursuis trop fort là-dessus, là, tu risques d'aller te le déchirer ou... On demande toujours l'avis des professionnels. Moi, j'ai mon chiro qui me suit beaucoup. Il est vraiment spécialisé, fait que c'est sûr qu'il m'aide là-dedans. Si j'ai mal à quelque part, lui, il va être capable de déceler c'est quoi. Fait que c'est sûr qu'il va me recommander soit de faire la compétition que c'est correct ou de ne pas la faire. Fait que c'est sûr que rendu là, la décision m'appartient. C'est moi qui décide si je la fais ou pas. Mais on est mieux d'écouter les professionnels de la santé. Quelque part. On va être capable de... Des fois, on le dit, l'orgueil nous amène ailleurs, puis il faut écouter son corps. Mais souvent, il va nous dire, si c'est pas une compétition la plus importante de la saison, t'es peut-être mieux de ne pas la faire, ben t'es mieux de l'écouter. Ouais. Sûr, si c'est le championnat canadien, après c'est fini. Ça tombe telle date, là, après c'est fini. Ben là, normalement, on va y aller pareil, on va donner le tout pour le tout. Là. Mais pas nécessairement pour aggraver sa blessure. C'est là qu'est le danger. Là. On s'en va là dans un état d'esprit où on est un petit peu plus fragilisé. Là. Oui, mais si c'est le championnat canadien, puis tu sais que c'est la dernière compétition, puis tu vas là pour le mieux performer possible, ben, au risque d'aggraver ta blessure, tu vas tout donner quand même. Mettre en danger la saison suivante, non? Ben ça dépend toujours de la gravité de la blessure que tu as, puis ça dépend de ce que tu as. C'est sûr que si la compétition est au mois de septembre, la saison d'après, c'est juste au mois de juin, tu sais que tu as un risque de déchirure, mais que ça peut bien guérir par après,
ben, tu vas pousser pareil au risque de te déchirer. Là. OK. On connaît son corps. Oui, exactement. On finit par se connaître puis s'écouter aussi. Là. C'est bon, ça. Alors, Louis-Philippe Lavoie, il vise quoi en 2019, là? En 2019, ben, je vise à me qualifier pour le championnat canadien, principalement. C'est ce que tous les athlètes de force visent en premier. Ensuite, ben, c'est de faire de la compétition internationale là, pour 2019-2020. C'est vraiment ça que je vise, aller sur le Strongman Champion League, essayer de faire des compétitions là-bas. C'est vraiment mon but pour la prochaine année et les 2 prochaines années. C'est ça, parce que si ce n'est pas cette année, à l'âge que vous avez encore une fenêtre de temps là, qui permet effectivement de dire « je peux me le permettre ». Je peux me le permettre, mais j'ai 32 ans, fait qu'à aller jusqu'à 35, 36, il me reste encore quelques bonnes années, mais ça passe très vite. Les gens qui ont fait ça avant vous, qui ont forcé énormément, ils ont-ils des bobos aujourd'hui qui se disent « merde, j'aurais pas dû faire ça » ou je sais pas quoi? Ça dépend de chacun. J'en connais personnellement qui ont rien, tout va bien, tout est sous contrôle, puis tu sais, le vie va très bien. J'en connais d'autres qui se sont fait poser des prothèses au niveau des épaules parce qu'ils faisaient trop d'arthrose, au niveau des genoux. Mais ça dépend toujours comment tu as fait les choses. C'est sûr que si tu arrives à froid sur des charges extrêmement lourdes, tu prends pas le temps de te réchauffer, tu te fais pas traiter, il y a plus de chances que dans le futur, tu payes pas beaucoup. Okay. C'est sûr qu'on est conscient qu'on rendu à un certain âge, on va avoir mal partout, on va avoir de la misère à se bouger, ça c'est sûr. Les bobos de l'âge quand ça arrive. C'est ça va arriver plus vite que les autres, puis c'est certain qu'on en est conscient. Mais on le fait par passion, c'est un choix qu'on fait. Fait qu'on va vivre avec ça rendu là. Eh ben. Alors, bonne chance pour la prochaine année. Merci d'être venu sur ce plateau. On aura appris à connaître qui est Louis-Philippe Lavoie dans le contexte présent, homme fort de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, du Québec et du Canada. Merci. Ben, merci beaucoup. Alors, Guillaume Néron, coordonnateur de la coopérative de la solidarité de l'affluent. T'en plein ça? Oui, la coopérative de solidarité l'affluent. Et voilà. Vous êtes situé à Petite-Rivière-Saint-François, au domaine à Ligorie. Exactement. Ça fait quelques années qu'on entend parler de vous autres, là, mais depuis quoi? Depuis 2015, grosso modo, mais officiellement, ça fait pas tellement longtemps là, que vous opérez. Oui, c'est ça. En fait, là, je pense qu'on entend un peu plus parler de nous depuis, je dirais, la fin de l'année 2017 là, à aujourd'hui. En fait. Mais on opère depuis l'été dernier. C'est tout récent. Alors, juste pour renouveler la mémoire aux gens puis bien vous faire découvrir, c'est une coopérative. Qu'est-ce que c'est au juste la coopérative de l'affluent? Bien, en fait, nous, à la coop, notre objectif, c'était la mise en valeur du site historique qui est le domaine de la Ligorie. Puis on offre, puis on développe des services et produits abordables dans le domaine de l'écotourisme. Quand on a des services d'hébergement, entre autres avec l'auberge de jeunesse, on a de camping rustique. Au printemps prochain, là, on développe des unités de prêt à camper. Sinon, on a un petit café culturel sur place. Puis là, ben, on lance là, bientôt là, les activités là, avec la cabane à sucre. Ah oui, là, ça va être totalement une nouveauté. Mais tout ça dans un même lieu, en fait. Oui, c'est ça qui est la beauté, parce qu'effectivement, le secteur avait déjà sa cabane à sucre qui a été fermée il y a plusieurs années. Là. Oui, exactement. Alors là, il y avait la coop de l'Arbre qui l'opérait, mais officiellement ouverte au public, c'est vous autres qui allez en prendre charge. C'est ça, oui, en fait. On avait la coopérative de l'Arbre qui a pris les relais. Ça faisait quand même plus qu'une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu finalement d'activité acéricole. Donc la coop est arrivée au début avec le projet là, de sirop de bouleau. Donc ils ont commencé ça là, il y a 2 ans. Puis l'année dernière, là, ils ont mis en place là, les tubulures et tout le système d'exploitation pour faire le sirop d'érable. Ah, parce que là, oui, effectivement, étant donné que c'était inexploité, tout ça est un petit peu désuet. C'est une belle installation. Absolument, mais oui, c'est ça. On a une super belle cabane à sucre, en fait. Là, c'est sûr que je presse pour ma paroisse, là, mais probablement une des plus belles aussi là, de Charlevoix. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Et on est dans un lieu exceptionnel. Fait qu'on a une belle érablière avec une petite cabane qui peut accueillir là, jusqu'à une 60aine de personnes. Vraiment un super beau bel endroit. Là. Est-ce que les gens, on parle de cabane à sucre, je recule un petit peu dans le temps. Moi, quand j'allais à cabane à sucre, on s'en allait dans le bois et on buvait du sirop d'érable, même les chaudières. Là, ça n'existe plus, tout ça. Là, c'est sûr que c'est un peu différent. Là. Effectivement, c'est sûr qu'on veut essayer d'amener les gens dans l'esprit traditionnel de ce que c'est le temps des sucres. Au travers de tout ça, il y a tout l'événement. Je dirais c'est un événement en soi. On veut que ça soit une expérience un peu complète. Fait que
On raconte un peu ce que c'est le temps des sucres, comment ça se fait. Fait que on a encore des chaudières, même s'il y a la question des tubulures, il y a une partie des entailles que la coop fait qui sont encore à la chaudière, là, dans le fond. Fait que ça permet d'une part de voir comment ça se faisait traditionnellement puis comment ça se fait encore en partie dans plusieurs érablières. Puis de l'autre côté, on a aussi le nouveau processus là, plus actuel. Là, Il y a moins de pertes puis il y a moins d'efforts là-dessus. Exactement, c'est ça. Alors là, enfin, vous allez accueillir du public pour pouvoir manger, acheter de la tire, et ainsi de suite. Bien, en fait, oui, c'est ça. Bien là, l'objectif, c'est vraiment là, de vivre une expérience, une fête autour des sucres. Parce que là, en ce moment, il y avait la question de la production. Donc là, les gens vont pouvoir venir sur les lieux. On va faire des repas de sucre avec il va y avoir de la musique sur place. Bon, évidemment, toute la tire, l'animation autour de tout ça. Fait que ça va être vraiment comme une expérience vraiment complète, là, agréable, là, qui nous permet vraiment de baigner dans cet univers-là là, qui coule, je dirais même dans les veines de Petite-Rivière. C'est dans notre ADN au Québec, ça. On est des gros producteurs de sirop d'érable, effectivement, dans le monde. Ouais. Est-ce que les repas que vous allez servir, c'est des repas traditionnels qu'on retrouve, là, les pointes de l'or dans le sirop, les œufs, les saucisses? Oui. On reste vraiment dans un menu qui est plus traditionnel. Par contre, on ajoute une petite touche nouvelle. Là. Dans le fond, on n'utilise que des producteurs, en fait, des produits de la région. On a la chance ici d'être dans un terroir assez riche dans Charlevoix. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas en valeur ces produits-là. Donc, on a des producteurs comme les viandes bio de Charlevoix, les charcuteries charlevoisiennes, le Jardin du Centre, à chacun son pain, entre autres. Là. Fait que vraiment, on mise sur les producteurs locaux. Je dirais qu'il va y avoir des petites touches, mais globalement, on reste dans un produit, je dirais, qui est de qualité, parce que non seulement on a des producteurs, mais on a des gens qui font des produits de qualité. Mais on reste vraiment dans un menu qui se rapproche de ce qui est traditionnel. Traditionnel comme tel, de base. Exactement. Oui. Avec une touche. Oui, c'est ça, exactement. Il va y avoir des petites touches un peu par-ci par-là. On compte aussi mettre en valeur là, le sirop de bouleau, qui est un nouvel élément qui est quand même assez récent là, dans l'histoire de la production au Québec. Puis la coop de l'Arbre fait un excellent produit. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des petits clins d'œil là, avec ça aussi dans la. C'est moins sucré un petit peu. Un petit peu moins sucré, oui. Hein? Mais ça a d'autres propriétés. D'autres propriétés, mais très, très bon à une découverte. Ah ouais? Oui. Les gens vont pouvoir faire. J'ai goûté au sirop, mais je n'ai pas goûté dans l'aspect cuisine. OK. Peut-être qu'il va falloir venir à la cabane pour l'essayer. Certain qu'on va aller à la cabane. Outre tout cela, je veux dire, c'est ouvert de quelle date à quelle date? Là? Parce que le printemps est presque à nos portes. Là. On est rendu au mois de mars. On arrive, hein? Ça paraît pas, mais ça s'en vient. Encore moins froid ce matin, là, moins 20, quasiment moins 15. Mais là, en fait, pour cette année, comme on lance les activités, vraiment l'événement autour des sucres, là, tout cet aspect événementiel-là, on a décidé d'être à des dates spécifiques, comme ça fait un certain moment là, qu'il n'y avait pas eu d'activité de sucre. Le réflexe n'est pas nécessairement là, fait qu'on veut ramener, on veut redevenir finalement un endroit où les gens vont y penser là, en avance les années suivantes. Là, ouais. On s'en va comme un sucre, on s'en va. Là, on a un petit peu de travail quand même à faire là-dessus pour faire connaître le projet. Fait que, c'est ça. On a ouvert des dates spécifiques entre le 16 mars finalement puis le 14 avril pour le moment. Par contre, au-delà des dates spécifiques, pour les groupes là, familiaux ou corporatifs de 30 personnes ou plus, on ouvre des dates. Groupe, effectivement, en cabane. C'est la famille, ou bien non, let's go, là, on se donne rendez-vous. C'est le brunch du dimanche, j'ai remarqué ça. C'est toujours là que c'est populaire. Là, mais... Absolument, oui, c'est ça. Fait que les gens peuvent, s'ils sont 30 personnes ou plus, on peut ouvrir à des dates spécifiques aussi, qui ne sont pas non plus dans notre calendrier là, événementiel. Donc, vous avez une certaine flexibilité. Là. Absolument. Qui dit cabane dit sirop. Est-ce que vous allez vendre du sirop sur place aussi? Bien, en fait, le partenaire producteur, dans le fond, celui qui produit le sirop sur place, on travaille en intercoopération avec la coop de l'Arbre, dans le fond. Sur place, il va y avoir effectivement les produits là, de la coop, de l'Arbre, donc le sirop, la cuvée qui s'en vient. Sirop de bouleau aussi en vente, des produits dérivés, là, des sucres sur place. Là. Si on veut aller manger, le repas comme tel, ça peut varier de quoi à quoi côté coût, là? Bien, côté coût, là, on parle à peu près, c'est 26 par adulte, 14 pour les enfants. Les 0-4 ans ne paient pas, c'est gratuit en fait. On offre aussi un rabais de 10 pour les groupes de 30 personnes ou plus. Puis on a des tarifs spéciaux là, pour les garderies, les écoles, tout ça. Oui, parce que c'est une belle sortie culturelle aussi. Là. Effectivement, c'est ça. Les organismes communautaires également aussi. On offre certains tarifs là, spéciaux. Alors, la coopérative présentement opère l'été, bien sûr,
le printemps, comme on le voit, mais là, vous avez passé l'hiver, là. C'était votre premier hiver officiel. Oui, c'était notre premier hiver. Fait que là, c'est sûr que les services sont concentrés principalement au niveau de notre petit café là, qui est dans le poste d'accueil de la Qui est coop. très sympathique. Oui. Si les gens s'en vont effectivement skier à la montagne, faites donc un petit détour au domaine Aligorie, vous allez prendre un bon café là, ailleurs. Oui, de plus en plus, les gens ceux qui passent par la base de la montagne, là, d'ailleurs, on encourage à passer par la base de la montagne. C'est vraiment de découvrir le village là, de Petite-Rivière. Là, le vrai secret de Petite-Rivière se cache entre le fleuve et la montagne. Fait qu'en descendant par là, juste avant d'entrer au massif, là, à quelques centaines de mètres, il y a le domaine Aligorie. Fait que c'est un super bel endroit. Là, Est-ce qu'avec la fameuse semaine de la relâche, vous avez vu arriver une nouvelle clientèle? Oui, mais c'est sûr que là, pour nous, c'est toute une nouvelle clientèle. Okay. Parce en étant notre premier hiver, on a je dirais qu'on a une clientèle pas mal portée sur les activités plein air. Autant des skieurs, des randonneurs, parce qu'on a la chance d'être situé sur je dirais même connecté directement au grand réseau de sentiers, le sentier des Caps, les sentiers du secteur du Massif également, puis de la MRC. Fait que ça fait qu'on a une clientèle assez variée, mais qui viennent profiter de la nature, de l'environnement incroyable qu'offre le domaine, puis Petite-Rivière-Saint-François là, dans Charlevoix. Il y a combien de monde là, qui gravite autour de la coopérative? Là? Bien, la coop, en fait, on a une structure avec différentes catégories de membres. Donc, il y a des membres travailleurs dont je fais partie. En fait, on est 3 membres travailleurs présentement à la coopérative. On a un membre producteur, présentement, qui est l'auberge à Courtepointe, avec qui on travaille, entre autres, pour le service de buanderie, tout ça. Et on a des membres de soutien, des gens qui voulaient voir ce site-là être revitalisé, qui croient vraiment au projet de la coopérative, puis qui souhaitent le soutenir puis le porter avec nous. Donc, on a à peu près 70 membres aussi là, de soutien là, dans la coop. Puis toutes ces catégories de membres-là sont représentées sur le conseil d'administration. Fait que c'est ensemble qu'on prend les décisions sur comment on gère les finances de la coop, puis quelles actions on va entreprendre pour les années suivantes. Là. OK. Donc, pour une première année, parce que officiellement, là, vous avez commencé à opérer quelle date? Là? Pour dire officiel? Bien, officiel, on a ouvert pour un événement privé là, en juin dernier, l'auberge essentiellement. Mais nos activités complètes, là, estivales, on a débuté le 18 juillet de l'an dernier. En fait. OK, on n'a pas un an de fête encore. On n'a pas un an de fête. Je ne pourrais pas vous demander des statistiques. Combien de monde sont passés chez vous? L'année prochaine, on va pouvoir vous dire ça. Hein? Ça va être super. On espère que ça va aller en augmentation, mais je suis vraiment confiant que... Ça devrait effectivement. Donc, l'été, c'est du camping, comme on disait. Comment tu l'as appelé? Camping rustique. Rustique, puis vous allez offrir autre chose là, cet été? Oui, c'est ça. Là, on ajoute au printemps, là, on aménage des unités de prêt-à-camper. C'est des tentes qu'on appelle style glam. Et on va avoir une yourte également, une yourte sous forme de dortoir, là, par exemple. C'est une grande yourte dans laquelle on peut héberger des groupes. Puis en fait, au niveau de la tente glam, c'est vraiment c'est sur une plateforme isolée avec une toile isolée dans laquelle il y a tout pour se cuisiner. Tout est compris, dans le fond. Ça peut accueillir combien de monde? Ça peut accueillir entre 4 certaines et 6 personnes, en fait. OK. Alors, donc, l'offre de service va être variée. Là. Oui, toujours, c'est ça. Parce que c'est situé juste à côté, effectivement, des bâtiments, mais dans un boisier qui est très jeune. Oui, c'est ça, on a la partie, c'est ça, qui est dans une jeune érablière au niveau des terrains de camping. Là, il y a une partie un peu plus en forêt là, dans laquelle on va aménager les unités prêtes à camper. On a l'impression, effectivement, d'être connecté à notre environnement parce que c'est tout beau, tout jeune. Au printemps, le vert est superbe. L'automne, c'est les feuilles. Alors, les couleurs, oui, c'est exceptionnel sur 4 saisons. Je suis jaloux. Vous vivez à plein temps dans un beau secteur, quoi. Oui, hein? Hein? Le domaine comme tel, par rapport à tout ce qui s'en vient versus le Club Med, je veux dire, vous autres, ça vous permet effectivement d'être bien présent et d'offrir un service complémentaire à tout ce qui s'en vient. Bien oui, c'est ça, effectivement. Nous, on est situé, dans le fond, au pied de la montagne. On est le voisin du massif de Charlevoix, le voisin direct. Fait que c'est sûr que nous, on a une clientèle qui est différente de certains services. Donc, c'est une alternative autre. Fait que non, pour nous, c'est super. Là, on est directement connecté au futur projet aussi là, de rue piétonne là, avec le massif. Il y a tout ça, il y a des projets en branle, mais c'est vraiment intéressant là, qu'il y ait une attention particulière qui soit portée à la base de la montagne pour les projets futurs. C'était dû, parce que depuis que le haut avait été développé, on a comme délaissé un petit peu le bas, là, entre autres pour la montagne, concernant. Et on a tout intérêt à redécouvrir ce secteur-là qui est magnifique. Tout est là. C'est la perle de Charlevoix, de toute façon, Petite-Rivière, Saint-François. Bien, Guillaume, merci. Alors, on répète les dates où vous ouvrez. En fait, donc les gens peuvent nous contacter, là, soit par téléphone au 418-632-5653.
Et pour avoir toutes les informations, donc on est ouvert du 16 mars au 14 avril pour le moment, mais ça pourrait déborder, on pourrait ajouter des dates là, selon la demande. Donc, ça peut être autant en semaine que les week-ends. Oui, c'est principalement les mercredis, jeudis et samedi, dimanche. OK. Le vendredi, vous prenez off? Pour le moment, il n'y en a pas, mais on va ajuster en fonction de la demande. Comme ça. Exactement. C'est super. Ben, bon succès. Merci beaucoup. Enfin, on va pouvoir aller se sucrer le bec. Dans un endroit paradisiaque. Et voilà. Merci. Merci. Alors voilà, ça termine une autre émission. J'espère que les sujets vous ont plu. Moi, j'en ai appris sur différents sujets. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette émission et que ça s'appelle « À votre service ». On est là pour vous informer. Si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO. Ne soyez pas gênés. 88-435-5134. Écoutez, je vous remercie effectivement les gens du Café et Moulin Lafayette qui nous accueillent de semaine en semaine ici pour l'enregistrement de cette émission. Comme vous pouvez voir, on est dans une belle atmosphère. Il y a du monde qui viennent déguster un café ou manger une petite bouchée. Vous êtes les bienvenus. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit, pour une autre émission à votre service. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.